Diffusés tous les jours, vous l'avez dit Emmanuel, de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés par Midia Portis-Guérin avec Emma Morse-Duncan à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Claire Delnat et Adèle Van Rett. Adèle qui vous parlera de l'osophie tout à l'heure à 10h50 avec l'ami Jean-Pierre Martin. Fi donc. Suite et deuxième temps ce mardi d'une semaine sur Flaubert dans les nouveaux chemins de la connaissance. Suite et bonjour Pierre-Marc de Biasy. De Gustave Flaubert, une manière spéciale de vivre, c'est l'un de vos livres sur Flaubert, désormais disponible en livre de poche. Flaubert, l'homme plume, c'est chez Gallimard, dans l'adorable collection Découverte. Chaque matin, j'allais la voir se baigner. Je voyais le contour de ses membres sous les vêtements mouillés qui la couvraient, je voyais son cœur battre, sa poitrine se gonfler. Quand elle revenait et qu'elle passait près de moi, que j'entendais l'eau tomber de ses habits et le frôlement de sa marche, mon cœur battait avec violence. J'étouffais. Je sentais ce corps de femme à moitié nu passer près de moi avec le parfum de la vague. Sourd et aveugle, j'aurais deviné sa présence. J'entends le bruit de ses pas, j'entends son haleine quand elle passait près de moi. Blanche fille aux cheveux roux dont la robe par ses trous laisse voir la pauvreté et la beauté pour moi, poète chétif, ton jeune corps maladif, plein de taches de rousseur, à sa douceur. Tu portes plus galamment qu'une reine de roman, ses cothurnes de velours, tes sabots lourds au lieu d'un haillon trop court, qu'un superbe habit de cour traîne à plis bruyants et longs sur tes talons. En place de bas troués, que pour les yeux déroués, sur ta jambe un poignard d'or reluise encore, que des nœuds mal attachés dévoilent pour nos péchés tes deux beaux seins radieux. Bonjour donc Pierre-Marc de Biasy. Bonjour Raphaël. Bienvenue sur France Culture, bienvenue sur les nouveaux chemins pour y parler de Flaubert. C'est une joie de vous accueillir comme toujours pour parler du grand Flaubert, Gustave Flaubert, le jeune Gustave Flaubert, l'encore jeune Gustave Flaubert à 15 ans et demi. Sur la plage, il croise une baigneuse ravissante de 25 ans. Et c'est le coup de foudre, du moins c'est ce qu'il raconte dans les Mémoires d'un fou. Elle me regarda, je baissai les yeux et rougis. Quel regard en effet, comme elle était belle cette femme. Mais qui était-elle, Pierre-Marc de Biasy? Alors, ce sera Madame Schlesinger. Pour le moment, c'est Elisa Foucault. C'est une jeune femme très, très belle, effectivement, de 25 ans, qui vit avec un homme assez connu à Paris, qui est Maurice Schlesinger, qui est un éditeur de musique. C'est une profession importante au XIXe siècle. Et chez les Schlesinger... au fond, toute l'intelligentsia parisienne défile, notamment les artistes, les musiciens. C'est une jeune femme qui va jouer un rôle considérable dans la vie de Gustave. On est en 1836, donc il est très jeune. C'est l'été 36. C'est l'été 36. Il se passe énormément de choses. 1836. 1836, oui. Et il se passe beaucoup de choses cet été-là. Et il n'y a pas que cette rencontre, il y a aussi la découverte, au fond, de ce qu'on pourrait appeler l'expérience existentielle de Flaubert jeune. C'est une nuit au château du Héron, chez le marquis de Pomereux, où il passe une nuit sur une barque. Il passe une nuit seul, oui. C'est disons une fête aristocratique dans laquelle ses parents sont invités et
le font venir. Et il passe une nuit seul, loin du château, dans les bois, au milieu d'un lac. Et là, il se fixe un programme de vie. Je ferai sauter le public dans la poêle à frire de mon style. Je coucherai avec les plus grandes actrices. Je veux être cela, quoi. Vaste programme. Ouais. Oui, un programme d'adolescent qui veut devenir Byron, quoi. Il y a quand même, on est au cœur ici d'un paradoxe malgré tout, hein, puisqu'on raconte la vie de Flaubert. Il pourrait sembler absurde de raconter la vie d'un écrivain qui a fait de l'impersonnalité de l'auteur dans ses textes son credo. Impersonnalité, refus de conclure et relativité des points de vue. C'est le credo, c'est la sainte trinité flaubertienne, c'est son confiteor. Et pourtant, on peut se faire une idée extrêmement précise des textes et des occurrences dans les textes de sa propre existence. Il n'est pas absurde de rattacher certains de ces textes sans les rabattre, hein, sans les réduire, sans faire la sainte bévue de les réduire à l'existence. Mais enfin, tout de même, on peut rattacher beaucoup de ces textes et bien des pages magnifiques de ces textes à des moments de sa vie sans pour autant dénaturer l'œuvre d'un homme qui a fait profession d'impersonnalité, Pierre-Marc de Biasy. Ouais, vous avez complètement raison. C'est l'aporie ou le paradoxe flaubertien. Au fond, ce que Flaubert aurait préféré, c'est qu'on ne sache rien de sa vie. Pour lui, le modèle, c'est Shakespeare, Homère, des gens dont l'œuvre seule, au fond, représente l'identité. Alors là, c'est raté, parce qu'il nous a laissé une correspondance colossale, 5000 pages de confidences quotidiennes qui nous informent sur beaucoup de choses, qui sont pleines de mensonges aussi, naturellement, mais qui nous permettent de suivre quelquefois sa vie heure par heure, si bien qu'on est tenté de comparer l'œuvre, un peu marmorienne, impersonnelle, comme vous disiez, et cette correspondance très haute en couleurs, très puissamment singulière et personnelle. Carnée. Mais on s'aperçoit à comparer les choses comme ça frontalement que ça marche pas. Ce qui est la résolution de ce paradoxe ou de cette aporie, c'est qu'en fait, ce n'est pas en tant que c'est une chose personnelle que Flaubert utilise sa vie. C'est en tant que c'est un matériau, au même titre que la topologie ou des lectures ou des documents qu'il pourrait compulser. C'est-à-dire que, selon lui, selon son esthétique, qui suppose une énorme capacité de dépersonnalisation, il faut que le matériau vécu, biographique, autobiographique avec lequel il travaille, et avec quoi pourrait-il travailler d'autres, soit comme mise à distance de lui-même et transformé en quelque chose que le lecteur pourra s'approprier, tout simplement. Le paradoxe étant qu'on peut cette fois-ci y associer la source. C'est-à-dire que la source n'est pas diluée, la source de l'existence. Le procès de Lamar est dilué dans l'histoire de Julien Sorel. La source, ici, n'est pas complètement perdue dans la démarche. Elle est cryptée, bien sûr. C'est souvent sur un signal minimum qu'on est capable ensuite, parce qu'on connaît très bien la vie de Flaubert, de faire le rapprochement. Simplement, dans la lecture du texte, on se dit plutôt « Ah oui, dans la vie, ça serait comme ça. » Et pour cause, ça a été vécu comme ça. De fait, cet homme qui a eu une existence si sensuelle, à tous les titres, à tous égards, est également le prophète kantien, après l'heure, d'une conception désintéressée du beau, tel qu'il en témoigne dans une lettre qui date du 12 août 1846, je crois, à Louise Collet. Écoutez. Oh Louise, je vais te dire un mot dur, et pourtant il part de la plus immense sympathie, de la plus intime pitié. Si jamais vient à t'aimer un pauvre enfant qui te trouve belle, un enfant comme je l'étais, timide, doux, tremblant, et qui ait peur de toi et qui te cherche, qui t'évite et qui te poursuive, sois bonne pour lui, ne le repousse pas. Donne-lui seulement ta main à baiser, il en mourra d'ivresse. Perds ton mouchoir, il le prendra et il couchera avec, il se roulera dessus en pleurant. Ce spectacle de tantôt a rouvert le sépulcre où dormait ma jeunesse momifiée. J'en ai ressenti les exhalaisons fanées. Il m'est revenu dans l'âme quelque chose de pareil à des mélodies oubliées que l'on retrouve au crépuscule durant ces heures lentes où la mémoire, ainsi qu'un spectre dans les ruines, se promène dans nos souvenirs. Non,
Vois-tu, jamais les femmes ne sauront tout cela. Jamais. Elles le diront encore moins. Elles aiment bien, elles aiment peut-être mieux que nous, plus fort, mais pas si avant. Et puis, suffit-il d'être possédé d'un sentiment pour l'exprimer? Y a-t-il une chanson de table qui ait été écrite par un homme ivre? Il ne faut pas toujours croire que le sentiment soit tout dans les arts. Il n'est rien sans la forme. Tout cela est pour dire que les femmes qui ont tant aimé ne connaissent pas l'amour pour en avoir été trop préoccupées. Elles n'ont pas un appétit désintéressé du beau. Il faut toujours pour elles qu'il se rattache à quelque chose, à un but, à une question pratique. Elles écrivent pour se satisfaire le cœur, mais non par attraction de l'art, principe complet de lui-même et qui n'a pas plus besoin d'appui qu'une étoile. Je sais très bien que ce ne sont pas là tes idées, mais ce sont les miennes. Plus tard, je te les développerai avec netteté et j'espère te convaincre, toi qui es né poète. Pierre-Marc de Biasy est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi dans une semaine sur Flaubert. Pierre-Marc de Biasy, on a choisi d'illustrer ce texte par ce fameux morceau, le concerto numéro 3 de Rachmaninoff, le concerto qui rend fou, pour témoigner aussi d'un certain romantisme chez Flaubert. Et je me demande si ce combattant, ce guerrier, non pas du romantisme, mais de l'anti-romantisme au fond, celui qui fit la guerre aux grands sentiments, n'est pas également, c'est peut-être un truisme de le dire, un grand romantique lui-même. En témoignerait par exemple l'attachement qu'il porte à la tentation de Saint-Antoine. En témoigne aussi le fait que, au fond, ce romantisme qu'il combat, c'est aussi celui de Madame Bovary, de la même manière que l'érudition qu'il combat, la forme d'érudition qu'il combat dans Bouvard et Pécuchet, c'est également la sienne. Au fond, est-ce que cette guerre que mène Flaubert contre le romantisme n'est pas une guerre contre lui-même ou une façon qu'il a trouvé de penser contre lui-même? Indiscutablement, hein. C'est une certitude que Flaubert a été dans sa jeunesse non seulement romantique, mais romantique frénétique. Il a été au point le plus avancé de ce que le romantisme avait pu donner en termes d'excès. Les textes de jeunesse de Flaubert sont tous hantés par les thématiques gothiques, les thématiques d'horreur, les thématiques d'aventure et d'amour impossible, mais dans des proportions qui sont celles d'une sorte d'excès romantique dont il a fait ensuite, au fond, le contre-texte de son destin d'écrivain, mais sans le renier. C'est ça, je ne crois pas du tout qu'on puisse inventer la figure d'un Flaubert réaliste. D'ailleurs, il s'en défendait lui-même. Il s'en défendait en permanence. Faire le procès du cliché, de l'idée reçue, du préjugé romantique. Ça, c'est Flaubert. Hein. C'est Flaubert, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas romantique. Et au fond, dans la lettre qu'on a entendue à Louis Collet à l'instant, ce qui est caractéristique, c'est l'ensemble des contradictions qui habitent Flaubert et qui sont des contradictions fertiles, précieuses et productives. S'il est si hostile au modèle féminin, c'est qu'il est lui-même féminin. C'est qu'il contient en lui-même une dimension féminine fondamentale. Hein. Et ce qu'il reproche à Louise, mais il faut dire aussi que c'est une lettre à Louise. Et Louise, il en a un peu peur, parce que c'est un peu un boa. Pour lui, c'est le risque d'être complètement... Un python. Oui, enfermé dans les anneaux. Oui, encore un python, Salammbô peut danser avec. Mais là, Louise, c'est plus grave. C'est véritablement, pour Flaubert, une menace d'enfermement, d'emprisonnement. Et c'est de ça qu'il se défend aussi. Mais c'est également, je crois, très sérieusement, comme vous le disiez, une sorte de guerre contre lui-même, contre la part hystérique de lui-même. Hein. Il dit « je suis une vache hystérique ». Il y a quelque chose de l'ordre de cette
contradiction en lui. L'ours était une vache. Et oui. L'ours était une vache, et tout cela grâce aux anneaux serpentins d'un beau style dont Proust saura s'inspirer ensuite. Vous savez que notre lecteur, Georges Claes, lisant ce texte, si j'en crois le témoignage de Média Portis-Guérin, je le cite à dessein d'ailleurs, parce que Georges Claes n'est pas seulement le lecteur des textes, c'est également notre complice, notre ami, ça fait des années qu'on travaille ensemble, et Georges désapprouvait la lettre de ce texte. Donc il était lui-même dans la situation de lire un texte dont il désapprouvait la teneur. Il l'a si bien lu qu'il donne raison à Diderot, à son fameux paradoxe du comédien, selon lequel moins on éprouve ce qu'on lit, mieux on le lit. Mais alors il y a deux choses dans ce texte. Il y a cette différence qu'il pose, cette différence génétique entre l'homme et la femme, mais il y a également cet éloge d'un appétit désintéressé du beau. Or, comment comprendre, selon vous, Pierre-Marc, cet oxymore d'appétit désintéressé? Comment peut-on avoir de l'appétit tout en étant désintéressé? Si on est dans la critique de la faculté de juger, on comprend ce qu'est le beau comme désintéressement. Mais appétit désintéressé, où est l'appétit? Je crois que pour avoir de l'appétit désintéressé, comme dit Flaubert, il faut être deux, tout simplement. C'est-à-dire que je pense que là aussi, il n'en est pas encore complètement conscient. C'est une esthétique qui va se construire avec le temps. On est en 1846, il est encore tout jeune, il a encore à peu près rien écrit de présentable pour le public. Mais ce qui est en train de faire naissance, d'émerger dans cette lettre, il y a aussi cette très belle image de l'œuvre comme étoile qui se tient d'elle-même, sans support. Ça sera plus tard la définition de l'œuvre sur rien. Quand il va écrire Madame Bovary, c'est la première forme que prend cette définition. Eh bien, il y a ce pressentiment qui est tout à fait propre à Flaubert, que pour écrire, il faut vivre intensément, il faut vivre la passion jusqu'au bout, au risque de se perdre. Il faut être Dionysos. Mais que pour écrire, il faut aussi être froid, calculateur, être capable de recueillir la sensation de ce qui s'est vécu dans le coudoiement des choses, des forces, du monde, des passions. Être loin, être un être de lumière, désintéressé. Il faut être Dionysos et Apollon. Je suis en train de recopier, de corriger et raturer toute ma première partie de Bovary. Les yeux m'en piquent. Je voudrais d'un seul coup lire ces 158 pages et les saisir avec tous leurs détails dans une seule pensée. Quelle chienne de choses que la prose. Ça n'est jamais fini. Il y a toujours à refaire. Je crois pourtant qu'on peut lui donner la consistance du vers. Une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers, inchangeable, aussi rythmé, aussi sonore. Voilà du moins mon ambition. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que personne n'a jamais eu en tête un type de prose plus parfait que moi. Mais quant à l'exécution, que de faiblesse, mon Dieu. Il ne me paraît pas non plus impossible de donner à l'analyse psychologique la rapidité, la netteté, l'emportement d'une narration purement dramatique. Cela n'a jamais été tenté et serait beau. Y ai-je réussi un peu? Je n'en sais rien. Tout le talent d'écrire ne consiste après tout que dans le choix des mots. C'est la précision qui fait la force. Il en est en style comme en musique. Ce qu'il y a de plus beau et de plus rare, c'est la pureté du son. Évidemment, en général, la froideur est associée aux effets de surface. Ici, la froideur est l'outil de la précision, Pierre-Marc de Biasy. Oui, je crois que tout converge vers un constat fort, je crois, qui est la place de Flaubert dans le renouvellement du genre romanesque et de l'art d'écrire. C'est que Flaubert a voulu faire du roman une œuvre d'art à part entière. Il est fils de Balzac, évidemment, et d'une certaine façon aussi de Stendhal, mais il considère que ces écrivains écrivent mal, et qu'il y a quelque chose de définitivement... il a tort, pour Stendhal. Oui, sauf que regardez une page de Stendhal, vous verrez un style d'une énergie folle, mais un style finalement assez pauvre. Vous allez trouver 4 fois, 5 fois le même mot dans la même page pour dire des choses différentes. Il y a une sorte de précipitation stendhalienne à laquelle Flaubert veut opposer quelque chose comme le regard du poète sur la langue narrative.
Et c'est vraiment ce qui explique ces formidables travaux de rature, que 5 ans soient nécessaires à écrire un roman comme l'éducation sentimentale, qu'il faille quelquefois jusqu'à 70 pages de brouillon pour arriver à une page définitive, parce que tout est calculé à la virgule près, à l'adjectif près, que Flaubert est aussi quelqu'un qui invente pour la première fois une sorte de rapport au manuscrit qui est une sorte de rapport je dirais, de peintre. Vous voyez, quand il dit je voudrais pouvoir d'un seul coup d'œil relire, mais je sais pas, toute ma première partie, ça veut dire qu'il veut peindre mes 158 pages. Hein. Voilà, il veut avoir comme en face de lui ces 150 pages étalées, comme Dieu peut voir tout le temps étalé, et pouvoir agir, alors peut-être au-delà de ce que peut Dieu, pour faire que ce qui a été ne soit pas, en reprenant un détail au début, en créant une polarité pour installer un détail similaire à un autre endroit très éloigné du texte. C'est donc une volonté de faire du roman un monde, mais un monde qui soit totalement dominé par une esthétique exigeante, impitoyable. Les carnets de Flaubert, Pierre-Marc de Biasy, vous qui les connaissez par cœur, les carnets de Flaubert témoignent de cette ambition démiurgique, de cette volonté synoptique de l'auteur qui a quand même le goût d'embrasser dans l'épaisseur d'une page. Oui, et je crois qu'on la totalité d'une œuvre. On s'est souvent trompé sur le sens de ces carnets, de ce qu'on appelle la documentation de Flaubert. Il se documente, c'est certainement un des premiers écrivains encyclopédistes, chercheurs, comme on va en trouver beaucoup au XXe siècle, qui considèrent que la littérature est un exercice intellectuel qui n'a pas de frontières et dont le champ est aussi bien le politique, que le philosophique, que le scientifique, etc. Mais il le dit très clairement, son projet est de bien penser pour bien écrire. Et d'une certaine façon, il répond assez bien à ce que Proust dira un petit peu plus tard, en disant que chaque jour, il s'intéresse un peu moins à l'intelligence. C'est pas de l'intelligence que Flaubert veut faire son objet. C'est de cette subjectivité d'artiste qui correspondrait peut-être à la connaissance du troisième genre de Spinoza. Quelque chose comme une relation intuitive au vrai. C'est-à-dire une connaissance à la fois synoptique et dans les détails. Oui. Spinoza dit « plus nous connaissons les choses singulières, mieux nous connaissons Dieu ». Or, Dieu est l'autre nom d'une totalité qui n'est pas totalisable, d'ailleurs, qui est infinie. De sorte qu'il y a chez Flaubert cette double ambition de connaissance totale et dans le même temps de connaissance de la singularité. Ce qui débouche sur Madame Bovary, c'est-à-dire sur un livre qui est parfait dans ses détails. Et qui, en même temps, aura vocation à être une sorte de modèle pour comprendre la maladie du présent, c'est-à-dire celle de vouloir sentir le parfum des citrons sous un pommier. Vous avez cité la lettre à George Sand du 20 décembre 1875 où il dit « Je tâche de bien penser pour bien écrire ». Mais juste après, il écrit « Mais c'est bien écrire qui est mon but, je ne le cache pas ». Est-ce qu'à cet égard, Pierre-Marc de Biasy, on ne peut pas justement le distinguer de Balzac, non pas au sens où, comme je l'ai dit injustement tout à l'heure, Balzac écrivait mal, mais au sens où on comprend quoi Flaubert se distingue de Stendhal. Hein. Il n'a pas ce goût de l'improvisation, il n'écrit pas un livre en 50 jours, ça non, ça c'est certain. En revanche, il se distingue de Balzac en se distinguant du réalisme qui lui paraît finalement une doctrine aussi fausse que l'idéalisme romantique. Cette littérature scientifique de Flaubert est très subtilement différente de l'ambition balzacienne de brosser la société de son temps. Ils ne s'y prennent pas de la même manière. Ils s'y prennent pas de la même manière et c'est pas la même société non plus. Je pense que ce qui diffère, c'est qu'entre les deux, il y a eu 48. Et 48, c'est un point de non-retour. C'est l'introduction du style indirect libre. Oui, et c'est un trou noir dans l'histoire de la modernité. Je pense que la société dont Flaubert va nous parler, celle qui émerge de cette révolution et qui va commencer par un coup d'État, une dictature, est une autre société où la bourgeoisie n'est plus la même. Et d'ailleurs, dans les romans de Flaubert, on verra des personnages attardés qui résonnent encore avec les concepts de Balzac pour cette société dont Flaubert nous parle et qui se cassent le nez. Il y a ça. Et puis, il y a dans l'histoire du genre romanesque une exigence nouvelle, forte, puissante, qui est l'ouverture vers notre modernité, celle de Joyce, celle de Borges, de Proust, qui
qui est un roman, disons, qui aurait la vocation à démiurgique qu'avait Balzac, mais pour, au fond, saper les fondements même de nos représentations. Réfléchir aux réquisites premiers et se demander ce que c'est qu'une représentation, ce que c'est que le monde, ce que c'est qu'une société, et peut-être ce que c'est que le vrai. Alors, il dit ceci, ce qui me semble beau, vous l'avez cité tout à l'heure, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. Un livre sans attache extérieure qui se tiendrait de lui-même, par la force interne de son style, comme la terre, sans être soutenue, se tient en l'air. Un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins, où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Et on comprend à quel point, ici, il ne s'agit pas d'une option parnassienne d'un art pour l'art, mais au contraire, presque, de faire jaillir le maximum de réalité, du moins de matière possible. C'est plutôt le calcul du meilleur des livres possible. Oui, c'est plutôt la Leibniz, c'est-à-dire la sphère. C'était le plus de volume possible sous la surface minimale, le maximum d'effets avec le minimum de causes. Et c'est une vision qui a été, je crois, un petit peu tordue par les structuralistes quand Rob Grillet, le nouveau roman, quand Rob Grillet fait l'étude de ces idées, il va vers l'idée d'un minimalisme purement structural, purement vide. Le livre sur rien, vous avez bien vu, c'est qu'il repose sur rien. C'est-à-dire qu'il y a cette qualité des astres, d'être dans le vide, suspendu à la gravitation universelle. Qualité des astres, qualité des désastres aussi. Et des désastres. Et le structuralisme y a vu plutôt une sorte de vide de la structure pure. Alors ça, je ne crois pas. Je pense que Flaubert est profondément convaincu que le laissisement, le minimalisme qu'il cherche repose sur une expérience puissante des sensations et sur un calcul apollinien extrêmement précis de cette régie qu'est l'écriture, mais pas du tout dans le vide des représentations. Ce qui est vrai, c'est que la trame des romans de Flaubert est assez ténue. Madame Bovary, elle épouse un médecin de province, il déménage une fois, elle a 2 amants, elle a des dettes, elle se tue. L'éducation sentimentale, Frédéric Moreau a le coup de foudre pour Madame Arnoux, il lui dira trop tard. Entre-temps, il a un enfant avec une demi-mondaine et il refuse le mariage de la femme d'un banquier avant de voir la copine de son enfance épouser son meilleur ami. Point barre. Au moment même où vous faites ces résumés, vous voyez à quel point vous êtes loin de votre affaire. C'est-à-dire que de tout cela que vous avez dit, on ne repère dans les romans réellement pas grand-chose, parce que ce qui saute aux yeux dans ces romans, c'est l'extraordinaire présence du hasard, le détail qui, dans la vie quotidienne, se met à transformer votre trajectoire, l'interférence des grands plans historiques qui viennent bousculer la vie des personnages secondaires, l'échec peut-être des valeurs et des espoirs, mais aussi le temps, la substance du temps, l'extraordinaire épaisseur du temps qui fait que finalement tout cela échoue, mais tout cela s'exauce aussi dans le souvenir d'une sorte de lumière pleine et entière de vie. Mais on voit très bien d'ailleurs, à tel point qu'on peut se demander qui est premier dans l'histoire, comment une telle manière d'écrire invite à écrire d'abord sur l'échec des illusions, sur l'échec des espoirs. Est-ce parce que Flaubert n'y croit pas, pour le dire très rapidement, qu'il écrit comme il écrit? Est-ce parce que l'objet que Flaubert se donne est un objet qui ne doit pas être médié par le désir qu'on peut déposer sur lui, par les mensonges qu'on y dépose pour nous mentir et nous rassurer nous-mêmes? Est-ce parce que c'est cet objet-là qu'il se donne qu'il en vient à raconter des trajectoires qui mettent en scène les illusions perdues? Je crois surtout qu'il règle un compte avec sa génération. Je pense il a été un jeune romantique, on l'a dit, frénétique, il a cru comme un fou à l'idéal, et il a décidé jusqu'à sa mort de continuer à y croire, indiscutablement. C'est un intransigeant, et de ce point de vue-là, il a fait aucun compromis dans sa vie. Mais il a bien vu comment la société
transformait Aucun disons, compromis avec l'espoir de les détruire tous. Non, mais il a bien vu comment la société romantique avait accouché d'une société injuste qui envoie les enfants à l'usine à 12 ans. C'est le cas de la fille de Madame Bovary. Oui. Voilà, de la petite Berthe. Hein. Il n'était pas obligé de l'envoyer à la fabrique, la petite Berthe, à 12 ans, à la fin du roman. Il le fait. Et il le fait en donnant à ce nous qui commence le roman toute la charge d'une responsabilité générationnelle. Cette génération qui a tellement cru au rêve romantique, à Byron, à la beauté d'un amour formidable et immatériel et éthéré. Comme elle a cru au progrès des arts et des techniques. Fabrique une société qui envoie les mômes à 12 ans comme des esclaves à l'usine. Donc c'est quelqu'un qui veut nous mettre les yeux en face et qui, comme Montaigne, voudrait qu'on cesse de se payer de mots. Voilà. Donc, on a toujours pensé que Flaubert était un écrivain de droite, très peu intéressé par la question du peuple, la question du travail et la question de la société. Mais c'est pas vrai du tout. Il passe son temps, au contraire, à nous mettre en face des contradictions de cette société bourgeoise qui s'invente un langage pour cacher derrière un écran de fumée ses intérêts, ses profits et ses ignominies. Il faudrait un Flaubert, peut-être, pour commémorer les 30 ans de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir et la société qui en est née aussi. Oui, ou bien celle qui a suivi. Bon, enfin bref, il faudrait un Flaubert, c'est sûr. Non, je parlais ici d'illusions perdues. Ouais. Alors, il règle ses comptes avec sa génération. Il y a pourtant un rapport au futur chez Flaubert, c'est la génération d'après, c'est-à-dire celui qu'il appelait son cher fils, Guy de Maupassant, à qui il donne les meilleurs conseils, notamment celui d'écrire en un sens aux dépens non pas de son plaisir, mais de son vite. Le mot est de Flaubert, hein. Il admirait beaucoup la puissance sexuelle de Maupassant. 9 coups en une nuit, c'est beau, disait-il, mais la garce, la muse plus exactement, la muse est de toutes les garces la plus intéressante. J'ai pas le mot en tête, on va entendre justement ce texte, écoutez. Maintenant, parlons de vous. Vous vous plaignez du cul des femmes qui est monotone. Il y a un remède bien simple, c'est de ne pas vous en servir. Les événements ne sont pas variés. Cela est une plainte réaliste. Et d'ailleurs, qu'en savez-vous? Il s'agit de les regarder de plus près. Avez-vous jamais cru à l'existence des choses? Est-ce que tout n'est pas une illusion? Il n'y a de vrai que les rapports, c'est-à-dire la façon dont nous percevons les objets. Les vices sont mesquins. Mais tout est mesquin. Il n'y a pas assez de tournure de phrases. Cherchez, et vous trouverez. Enfin, mon cher ami, vous m'avez l'air bien embêté, et votre ennui m'afflige, car vous pourriez employer plus agréablement votre temps. Il faut, entendez-vous, jeune homme, il faut travailler plus que ça. J'arrive à vous soupçonner d'être légèrement calleux. Trop de putain, trop de canotage, trop d'exercice. Oui, monsieur, le civilisé n'a pas besoin de tant de locomotion que prétendent messieurs les médecins. Vous êtes nés pour faire des vers, faites-en. Tout le reste est vain, à commencer par vos plaisirs et votre santé. Foutez-vous cela dans la boule. D'ailleurs, votre santé se trouvera bien de suivre votre vocation. Cette remarque est d'une philosophie, ou plutôt d'une hygiène profonde. Vous vivez dans un enfer de merde, je le sais, et je vous en plains du fond de mon cœur, mais de 5 heures du soir à 10 heures du matin, tout votre temps doit être consacré à la muse, laquelle est encore la meilleure garce. Voyons, mon cher bonhomme, relevez le nez. À quoi sert de recreuser sa tristesse? Il faut se poser vis-à-vis de soi-même en homme fort, c'est le moyen de le devenir. Un peu plus d'orgueil, saprelotte. Le garçon était plus crâne. Ce qui vous manque, ce sont les principes. On a beau dire, il en faut. Reste à savoir lesquels. Pour un artiste, il n'y en a qu'un. Tout sacrifié à l'art. La vie doit être considérée par lui comme un moyen, rien de plus. Et la première personne dont il doit se foutre, c'est de lui-même. Pierre-Marc de Biasy est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi dans une semaine sur Flaubert. Trois remarques, Pierre-Marc de Biasy, à propos de ce texte, de cette correspondance. Donc cette lettre qui date du 9 août 1878, on est à la fin de la vie de Flaubert, hein, il meurt 2 ans plus tard. D'abord, méfiez-vous des garces, méfiez-vous des femmes, des prostituées dont Maupassant raffolait.
C'est le même homme qui passe ce qu'il appelle une nuit d'éternité avec la fameuse, trop fameuse Couchoukanem, trop fameuse ou pas d'ailleurs, Couchoukanem en Égypte, ça c'est la première chose. Deuxièmement, peut-on dire que selon Flaubert, comme pour Nietzsche, la phrase est de Nietzsche, la chasteté est l'économie de l'artiste. Et puis quand il parle de la vie comme un moyen pour l'art, il ne s'agit pas de nier la vie, mais plutôt de transformer les douleurs en matière à penser. Quelle question, oui. Alors d'abord, il faut dire, vous avez entendu à quel point ça devait être rude d'être à l'école de Gustave Flaubert quand on était un jeune C'est un sacerdoce. apprenti écrivain. C'est pire qu'être chez les pères. Guy Maupassant. Cela dit, il y a appris son métier bien, quoi. Mais l'ours de Croisset était intraitable. Il lui a mené une vie terrible. Mais peut-être qu'aussi que Guy de Maupassant avait besoin de ça. Il était un peu calleux, comme il dit, un peu paresseux, en tout cas pas complètement convaincu que l'art d'écrire implique autant d'énergie que le croyait Gustave. Alors il a été pendant les 2 dernières années où Flaubert écrivait Bourret et Pécuchet une sorte d'assistant pour Flaubert. Il est allé faire des recherches pour lui, des courses, et pendant des années, il s'est fait engueuler. Il faut dire les choses comme elles sont par Flaubert jusqu'à ce que il produise Boule de Suif. Voilà, et Boule de Suif, là, Flaubert s'est dit c'est bon, j'ai réussi mon coup. Il a fini par comprendre ce que c'est. Alors oui, la prostitution. Et vous savez, chez Flaubert, la prostitution, à la fois, c'est une sorte de mythe plein, c'est-à-dire, la prostitution du 19e, c'est pas du tout la nôtre. C'est un monde qui a ses valeurs, qui est construit, qui a une véritable identité sociale et esthétique. Et dans ce monde, Flaubert se sent bien, c'est vrai. Il sent encore mieux quand cette prostitution se part d'exotisme et qu'il est en Moyenne-Égypte et qu'il rencontre une des plus célèbres almées d'Égypte qui était Couchoukanem. Et là, étrangement, mais c'est presque la même expérience souvent à Paris, cet amoureux du bordel est aussi une sorte d'adolescent naïf qui voudrait se faire positivement aimer par la prostituée avec laquelle il est. Et c'est tellement... Il y a un détail absolument bouleversant, c'est quand il part avec Maxime Ducamp en Égypte, il part pour 18 mois, il va quitter Paris. Le soir de la veille du départ, il fait faux bond à un rendez-vous que lui avait fixé sa mère pour aller rejoindre chez la Guérin. La Guérin, c'était l'entremetteuse la plus connue de Paris à l'époque. 2 filles, Victoria et Adeline, je crois. Et il fixe à Victoria un rendez-vous pour le jour de retour d'Égypte. Finalement, il ne va pas pouvoir la retrouver parce qu'il va avoir du retard. Et il note... Ah, quand même, j'aimerais bien savoir si elle m'attendait ce jour-là. Et c'est une vraie confession d'adolescent amoureux, quoi. Et donc, je pense qu'on ne peut pas avoir une vision aussi, comment dire, cynique que celle qu'on pourrait imaginer sur ce rapport à la prostitution. C'est aussi un rapport d'amour. Un dimanche, pendant qu'on était au Vêpres, Frédéric et Deslauriers s'étant fait préalablement friser, cueillir des fleurs dans le jardin de Madame Moreau, puis sortir par la porte des champs. Et, après un détour dans les vignes, revinrent par la pêcherie et se glissèrent chez la Turque en tenant toujours leur gros bouquet. Frédéric présenta le sien comme un amoureux à sa fiancée. Mais la chaleur qu'il faisait, l'appréhension de l'inconnu, une espèce de remords et jusqu'au plaisir de voir d'un seul coup d'œil tant de femmes à sa disposition, l'émurent tellement qu'il devint très pâle et restait sans avancer, sans rien dire. Toutes riaient, joyeuses de son embarras. Croyant qu'on s'en moquait, il s'enfuit. Et comme Frédéric avait l'argent, Deslauriers fut bien obligé de le suivre. On les vit sortir. Cela fit une histoire qui n'était pas oubliée 3 ans après. Ils se la contèrent prolixement, chacun complétant les souvenirs de l'autre, et quand ils eurent fini, « C'est là ce que nous avons eu de meilleur, dit Frédéric. « Oui, peut-être bien. C'est là ce que nous avons eu de meilleur, dit Deslauriers.
Ce que vous dites sur l'absence de cynisme est si vrai, Pierre-Marc de Biasy, qu'il finit l'éducation sentimentale en constatant que la visite qu'ils ont faite adolescents, Frédéric et Deslauriers, Gustave et Maxime, au bordel, est ce qu'ils ont eu de meilleur. Ben oui. Visite qu'est-ce avortée. qu'il peut y avoir de meilleur que la distance qui sépare le désir de son accomplissement. Je me lève à midi et me couche entre 3 et 4 heures du matin. Je m'endors vers 5. Depuis 18 jours, j'ai écrit 10 pages. Je crois que jamais on n'a entrepris un sujet aussi difficile de style, à chaque ligne, à chaque mot. La langue me manque et l'insuffisance du vocabulaire est telle que je suis forcé à changer les détails très souvent. J'y crèverai, mon vieux, j'y crèverai. N'importe. Ça commence à m'amuser bougrement. Ça, c'est pendant qu'il écrit l'éducation sentimentale, Pierre-Marc de Biasy. Oui, l'éducation, c'est probablement le chef-d'œuvre de Flaubert du point de vue de l'élaboration de son esthétique, de sa philosophie de l'écriture. C'est le moment de révélation plein et entier. Après les découvertes fulgurantes qu'il a faites en écrivant Madame Bovary sur la personnalité, sur la relativité des points de vue, sur le non conclusif, on peut dire que l'écriture de l'éducation est la radicalisation de ce système. C'est-à-dire qu'affronter à ce roman du politique, c'est quand même avant tout un roman du politique, l'éducation. Madame Bovary, c'était un roman d'amour. Il y a de l'amour dans l'éducation, mais il y a surtout l'éducation politique. Vous savez que dans le scénario initial de l'éducation sentimentale, on trouve cette phrase qui fait pivoter tout d'un coup le projet d'un simple roman d'amour non incidenté à un grand roman de société. Cette phrase qui dit montrer que le sentimentalisme suit la politique et en reproduit les phases. Et d'ailleurs, Flaubert avait fait un lapsus en l'écrivant. Il avait commencé par écrire et en reproduit les phrases. Puis il a rayé le R et ça donne les phases. Et au fond, cet affrontement de Flaubert à ces grandes questions qui est à la fois celle de sa génération, de son adolescence, et aussi celle de l'histoire du 19e, à ce trou noir qui est 48, c'est un défi qui va le forcer à aller jusqu'au bout de ses remises en cause esthétiques. Par exemple, à généraliser la vision subjective et la multiplication des points de vue qui fait que la vérité éclate, que à un même événement, on peut assigner des significations différentes, dont il est très difficile de dire laquelle doit l'emporter, jusqu'à même mettre en cause, dans l'écriture de l'éducation, la temporalité. Il s'amuse à perturber le champ des causalités. On en parlera jeudi prochain, mais 3 lignes pour le Second Empire. 3 lignes pour le Second Empire, un trou béant qui est à la fois une sanction politique de la dictature et aussi une liberté d'artiste, comme seul Proust en pourra en prendre, ou les écrivains du XXe. Mais il s'amusera aussi, par exemple, à installer des sortes de signes subliminaux de l'avenir du récit à l'intérieur de ses débuts, de manière à faire clignoter la petite lampe rouge dans l'esprit du lecteur, d'une manière insensible, subliminale, mais efficace. Notamment le mot de béant, dont on verra jeudi quand on en reparlera de l'éducation sentimentale avec vous, Pierre-Marc de Biasy, qu'il est la prophétie d'une mort. Oui, et dans la recherche biographique que j'avais faite, où j'ai voulu associer entièrement l'écriture et la vie, j'ai essayé de montrer comment il joue sur quelques mots quelquefois. C'est-à-dire dans une économie folle de l'écriture, où il surveille, sans ordinateur à l'époque, la présence ou l'absence des mots sur les 45 ou 1000 ou 50 000 mots que compte un grand roman, il est capable d'installer des polarités qui sont à l'échelle... Infime. Oui, infime.
Et ce cryptage-là, pour lui, fait partie du travail du romancier, au même titre que un poète comme Baudelaire va étudier la présence d'un mot comme une charge, une puissance énergétique. Le résultat de ça, il faut quand même le dire, c'est que parfois Flaubert, en quelques mots, est capable de détruire la bêtise et tous ses colifichets. Je veux dire, le grade dégrade, la fonction bétifie, les honneurs déshonore. C'est parfait. C'est parfait. Quiconque a reçu la Légion d'honneur, comme lui d'ailleurs, s'en remet à peine. Bah, c'est d'ailleurs une formule qu'il s'était forcé à s'écrire au moment où il l'a accepté. Après, il s'en est mordu les doigts. Là, ce sont les... Comment dire les relations ambivalentes, ambiguës de Flaubert avec le pouvoir, à une époque où l'Élysée, qui était assez bling-bling, aussi, cherchait à s'attirer les sympathies des intellectuels et des hommes de l'art. Il n'a pas totalement été intransigeant, là, c'est vrai. Mais c'est en fait parce qu'il craquait un peu pour l'impératrice, qui était très jolie. Mais je crois qu'il n'avait pas beaucoup d'amitié, et même plutôt qu'il détestait réellement le prince-président, puis l'empereur. On ne peut pas être l'auteur du dictionnaire des idées reçues et aimer l'empereur. Non. Mais je crois quand même que on peut étudier différemment d'ailleurs cette ambivalence du rapport flaubertien aux mondanités impériales et aux mondanités tout court. Je crois que c'est aussi pour lui une expérience réellement d'écrivain. C'est-à-dire au fond, je crois qu'il ne fait rien dans sa vie qui ne soit fait pour l'écriture. C'est certainement même dans les moments les plus intimes et les plus sacré de sa vie, qu'il s'agisse de l'enterrement de son copain Alfred Le Poitevin ou de sa sœur Caroline, ou qu'il s'agisse des moments d'amour, tout simplement, qu'il passe avec les femmes qu'il a le plus aimées. Il y a quelque part une petite voix derrière qui se dit « Tiens, ça pourrait servir ». Nous sommes un fil et nous voulons savoir la trame. L'ineptie est de vouloir conclure. Cela revient à ces éternelles discussions sur la décadence de l'art. Maintenant, on passe son temps à se dire « Nous sommes complètement finis, nous voilà arrivés au dernier terme, etc. » Quel est l'esprit un peu fort qui est conclu, à commencer par Homère ? Contentons-nous du tableau, c'est ainsi bon. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. Retour sur la plage de Trouville avec Georges Brassens, c'est cette femme qu'on aperçoit, dont la vision, l'entrevision change la vie. Elisa Foucault, donc, qui a dicté à Flaubert une partie, toute ou partie, de son génie. Mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. On pourrait dire l'inverse d'ailleurs, on pourrait dire que c'est son génie qui lui a dicté d'observer Elisa Foucault. Un grand merci, Pierre-Marc de Biasy, d'être venu nous voir. Pierre-Marc de Biasy, Gustave Flaubert, une manière spéciale de vivre, ça existe en livre de poche, c'est remarquable. Le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivant des heures grises près d'un être trop différent. 10h50 sur France Culture, tout de suite, le journal des nouveaux chemins et vous Adèle Van Red, bonjour. Bonjour Raphaël, qu'est-ce que la losophie ? Une discipline hybride qui n'est pas tout à fait de la littérature, pas tout à fait de la philosophie, mais qui jouit du meilleur des deux.
Et le losophe par excellence, c'est Raymond Queneau, le poète, linguiste, philosophe et pataphysicien qui donne l'air de composer avec la vie lorsqu'il joue avec les mots et qui a passé toute sa vie à écrire en affirmant « Quand je me mets à penser, je ne m'en sors plus ». Queneau losophe, c'est le sujet du jour. Bonjour Jean-Pierre Martin. Bonjour. Queneau losophe, c'est aussi le titre de votre livre, publié aux éditions Gallimard, dans la très belle collection L'un et l'autre, qui propose des textes dans lesquels l'auteur parle d'un lien fort et intime qui le lie avec un personnage plus connu. Et dans votre cas, donc, vous avez choisi d'écrire sur Raymond Queneau, avec lequel vous entretenez un dialogue imaginaire, mais bien réel également, si bien que ce livre n'est pas tant sur Queneau que sur vous, que sur votre vie telle qu'elle a été teintée, imprégnée et modelée par votre lecture de Queneau. Et ce lien qui vous unit à lui est tellement fort que vous avez inventé un terme, la losophie, pour décrire son rapport au monde entre littérature et philosophie. Jean-Pierre Martin. Oui, vous parlez de dialogue imaginaire. Enfin, tout de même, nous avons eu une correspondance avec Queneau. Une correspondance qui a duré pendant les dernières années de sa vie, mais même au-delà de sa mort. Et même, il y a eu plus de lettres entre nous après la mort de Queneau qu'avant. Bon. Donc c'est quelque chose. J'ai un dossier que je mets à votre disposition, correspondance, JPM, RQ, voilà, un jour ou l'autre. Il y a quelques extraits dans ce livre, et un jour ou l'autre, je tiendrai ça à la disposition des éditeurs. Et nous avons créé, Queneau et moi, à l'occasion de cette correspondance, un collège de losophie. Ce qui n'est pas rien. C'est mon idée à moi, je le dis en toute modestie, mais une idée absolument approuvée par Raymond. Je l'appelais Raymond le losophe. Il s'appelait lui-même Raymond le losophe, sous mon influence, disons. Et c'était une façon, en somme, de relier entre eux tous les Queneaux un peu disparates. Il y a le Queneau mathématicien, il y a le Queneau rigolo. Dieu sait si on en a parlé du Queneau rigolo et s'il a tendance un peu à éclipser les autres. Il y a le Queneau pataphysicien, il y a le Queneau oulipien, il y a le Queneau gnostique. Enfin bref, toutes ces pièces, tous ces morceaux de Queneau, cet habit d'Arlequin, j'ai tâché j'ai essayé de les recoudre à travers cette losophie qui serait au fond une façon d'être philosophe dans la rue, d'avoir le don exact du langage. Je reprends là une expression en fait de Marguerite Duras, parce que nous avons mis dans le coup Marguerite. Marguerite Duras et Queneau ont eu des relations amicales entre eux, et j'ai été une sorte de médiateur aussi. Enfin, dans ce collège de philosophie, il faut vous dire que Queneau était le président, moi le trésorier. Voilà. On ne faisait pas de réunion, mais nous parlions de cette façon d'être philosophe, un peu comme parfois des épiciers, des concierges, oui, vous des observateurs, des garçons de café. Voilà, les études de philosophie sont des sortes de classes préparatoires à la losophie, à condition qu'entre-temps on ait éprouvé une petite nausée passagère mais salutaire à l'égard de la raideur du concept et qu'on ait un tant soit peu accédé à la fraîcheur d'exister. Voilà, c'est l'idée que, Queneau et moi, encore une fois, je nous associe. Nous sommes passés par les études de philosophie à la Sorbonne, et puis nous en avons retenu beaucoup de choses, mais nous nous sommes dit aussi que pour faire de la philosophie, c'était bien de lire Platon, Hegel, tout ce qu'on voudra, mais c'était bien aussi de dépasser un peu ça, de chercher ailleurs, d'observer. Alors, l'exemple majeur pour moi, il y a beaucoup de morceaux de philosophie dans l'œuvre de Queneau, mais l'exemple majeur, c'est Saint-Glinglin. Au début de Saint-Glinglin, qui est un livre méconnu. Il faut dire que beaucoup de livres de Queneau sont méconnus. Exercice de style, Zazie dans le métro, ça occulte le reste. Bon. Saint-Glinglin. Nous avons un étudiant, un jeune homme qui est envoyé dans une ville étrangère. Et il est censé apprendre la langue de la ville étrangère, mais ce qui l'intéresse, c'est d'aller tous les jours à l'aquarium de la ville étrangère et de regarder les poissons. Et il s'interroge sur l'être poisson. Il se pose des questions philosophiques sur, par exemple, le rapport entre l'individu et la foultitude. Quand il voit un hareng dans son banc, il pense au vertige du hareng de banc. Et il se pose la question suivante, qui est une question éminemment philosophique. Comment prétendre faire entrer l'univers dans une série de concepts liés, je veux dire un système, si le sens de la vie du homard ou du poisson cavernicole échappe complètement à l'emprise de l'esprit humain. Alors on peut prendre ça évidemment comme une plaisanterie, mais en même temps, je crois que, il y a une phrase de Pascal qui dit ceci: se moquer de la philosophie, c'est faire de la philosophie. Et nous sommes pas très loin de Flaubert.
pas très loin de cette idée de la porosité entre l'intelligence et la bêtise. Que dit Flaubert? Il dit « Personne n'a tenté le comique des idées ». C'est ce qu'il va tenter avec Bouvard et Pécuchet. Et je dis ça, c'est par hasard, c'est que Queneau a fait une préface de Bouvard et Pécuchet passionnante, où il relève que le sous-titre de Bouvard et Pécuchet, c'est « Du défaut de méthode dans les sciences ». Et c'est ça qui le tenaille, Queneau. Vous savez, on parle souvent de l'angoisse, l'angoisse métaphysique, ou bien de les écrivains maudits, etc. Évidemment, Queneau ne nous apparaît pas comme un écrivain maudit. Et cependant, Queneau est traversé par des crises intellectuelles constantes. Il nous dit qu'il y a un traumatisme de la pensée. Il nous dit qu'entre le penser, le pensoter et le penser à rien, la frontière est ténue. Oui, c'est la citation que j'ai donnée au début. Quand je me mets à penser, je ne m'en sors plus. Voilà. On sent bien là qu'il y a cette espèce d'emprise de la pensée dont il ne sait pas quoi faire et qui le conduit à réinventer des nouvelles formes d'expression. Voilà, parce qu'il y a l'idée aussi qu'il n'y a pas de couronnement des savoirs, qu'on est émietté. Il y a une phrase formidable de Queneau, c'est « La quantité de mes préoccupations m'inquiète ». Juste une dernière question, Jean-Pierre Martin, on arrive presque au terme de cet entretien. Avec le terme « philosophie », donc qui essaye d'allier, de faire sauter la frontière entre la philosophie et la littérature, est-ce que derrière ça, il n'y a pas est-ce qu'on ne présuppose pas qu'il y a une distinction initiale entre littérature d'un côté et philosophie de l'autre? Alors qu'en vérité, peut-être, est-ce que ce terme-là ne maintient pas quelque part la distinction entre les deux? Alors qu'il me semble que vous essayez de montrer qu'au contraire, peu importe la forme, l'idée si vous préférez philorature ou je ne sais quoi, c'était l'idée de trouver un mot qui nous donne à imaginer cet être curieux qui est un écrivain, philosophe, qui recycle la philosophie, qui n'en fait pas tout en faisant. En tout cas, vous avez trouvé les mots pour nous donner envie de lire votre livre, Jean-Pierre Martin, donc qui s'appelle Quenolosophe. On trouve ça aux éditions Gallimard dans la collection L'un et l'autre. Merci d'être venu en parler aujourd'hui. On finit avec du cinéma? Et oui, et si le point commun entre la philosophie et le cinéma était le désir. Désir de savoir dans un cas, désir de la vie, désir du désir ou désir du corps dans l'autre. Mais au fond, y a-t-il vraiment une différence? Le désir n'est-il pas toujours indépendant de son objet? Comme l'écrivait Sartre dans L'être et le néant, il en est du désir comme de l'émotion. Il consiste non pas dans la saisie d'un objet émouvant dans un monde inchangé, mais en une modification globale de la conscience et de ses relations au monde qui se traduit par une altération radicale du monde. Ou autrement dit, le désir, c'est comme une goutte de sirop de grenadine dans un verre d'eau, ça change tout. Comprendre le désir par le cinéma, c'est le défi que lance le cinéphilosophe Olivier Pourriol, dont vous avez sans doute entendu parler puisque c'est lui qui organise les sessions Studio Philo ou MK2 Bibliothèque de Paris, dans lesquelles il propose de regarder et de décrypter un film à travers la pensée d'un grand philosophe. De Million Dollar Baby aux fesses de Brigitte Bardot en passant par Toy Story et les jouets du désir, ce livre examine la naissance et la représentation du désir au cinéma, entre désir mimétique, désir de reconnaissance et vertige de l'amour. Et même si vous êtes un cinéphile du dimanche et un philosophe de la petite semaine, ce livre est aussi fait pour vous car il est aussi précis qu'accessible. Je vous rappelle le titre, Vertige du désir, comprendre le désir par le cinéma, et l'auteur est Olivier Pourriol et c'est publié par les éditions du Nil. Et si les fesses de Brigitte Bardot étaient la formule même de l'appétit désintéressé dont parle Flaubert? Flaubert, pataphysique et cinéma, c'était la philorature ou la lithésophie du jour. Une émission que vous pourrez retrouver sur Internet à la page des Nouveaux Chemins où vous attendent le téléchargement, l'écoute en ligne des émissions précédentes, ainsi qu'une bibliographie. On pourrait rêver d'ailleurs d'une bibliographie qui rassemblerait les correspondances que les grands morts entretiennent avec ceux qui leur survivent. Quoi qu'il en soit, on se retrouve aussi demain pour la suite de cette semaine sur Flaubert avec Patrick Dandré qui, en expert de la chose mélancolique, vous parlera à merveille demain de Madame Bovary. Et nous, Pierre-Marc de Biazy, on se retrouve jeudi de 10h à 11h en compagnie de Déborah Bolz pour se promener dans l'éducation sentimentale.